Très bien. Je continue. Comme j'ai dit, à CFA, avec le temps, elle va donner une insuffisance cardiaque. Mais la complication grave de la CFA, c'est la complication thromboembolique. Pourquoi on a cette complication thromboembolique? On a deux oreillettes. Au principe, ces oreillettes et surtout les oreillettes, vous savez qu'il y a des oreillettes et l'aspect inférieur, des auricules. Auricules juste au-dessus des oreillettes. Au principe, ces oreillettes et ces auricules sont vides. Il y a une contraction auriculaire, se vide complètement. Contraction auriculaire après remplissage des oreillettes. Contraction auriculaire, remplissage. Mais lorsqu'il y a une CFA, il n'y a pas d'activité à l'intérieur, le sang va se coaguler. Surtout, les oreillettes sont grosses, un peu les oreillettes, mais les auricules sont fins, sont petits. Là, il faut voir ça, les auricules, si vous avez un mouton dans l'aide prochain aide, vous allez un peu faire une petite anatomie du cœur et vous allez voir ces petites auricules, ces deux petites poches collées sur les oreillettes. Ces auricules-là, lorsqu'il y a une CFA, il y a une stagnation du sang parce qu'ils sont trop petits. Et par un mécanisme X ou Y, un peu de stress, activité physique, etc., etc., une petite élévation de la tension, il va se détacher cet embole ou ce thrombus-là, se détache des auricules vers l'oreillette, de l'oreillette, toujours le son en avant, donc vers les ventricules, des ventricules vers l'aorte, et après, il choisit, il passe soit dans le cerveau, il va donner une CFA, il passe vers une main, c'est-à-dire artère sous-clavière, parce que c'est un caillou, donc il va jusqu'à, il occlue une artère, par exemple, ischémie aiguë des membres supérieurs. Il passe dans les membres inférieurs, on va avoir ischémie aiguë des membres inférieurs. Il peut passer n'importe où. Il peut passer dans l'artère rénale, il va donner insuffisance rénale aiguë. Il peut passer ici dans les mésentères, dans le côlon et les artères mésentériques, et on va voir un infarctus mésentérique, etc., etc. En tout cas, généralement, les deux tableaux fréquents, c'est l'AVC, parce que c'est des gros, le TABC ici, avec la carotide commune, et la carotide commune gauche sont gros. Ici, généralement, ils passent directement AVC. Le contraire, s'il passe vers l'aorte, généralement, jusqu'à les artères iliaques fémorales, on aura l'ischémie aiguë du membre inférieur. Regardez, c'est des complications graves et vraiment graves. Pourquoi c'est grave? Vous savez qu'un malade, par exemple, il est en CFA, on ne sait pas qu'il est en CFA, il va développer un AVC. AVC, c'est un handicap. Handicap, AVC, il est hémiplégique. Handicap pour lui, pour sa famille, pour son travail, pour sa vie. Et après, s'il aura anticoagulation, on va anticoaguler, il a hématome dans le cerveau, etc. C'est grave, c'est grave, c'est grave. Encore, c'est la ischémie des membres inférieurs. Est-ce qu'on fait amputation? C'est un peu loin. Sinon, c'est la fogartisation. C'est grave. Par contre, c'est le médecin, il est intelligent, il a bien examiné son malade parce que là, certainement, il fait des examens périodiques, que ce soit pour la tension ou même pour visite de travail ou même certificat de bonne santé. Il palpe le pouls, il voit que la fréquence est rapide, il fait un ECG, trouve une CFA et le met sous traitement. Comme ça, il va éviter ces complications. Et même pour vos parents, c'est important de vérifier ça. Très bien, j'avance encore. Là, le traitement. Le traitement de la CFA, c'est quoi le traitement? Donc, on sait que la CFA elle a deux volets. Deux volets. Le volet anticoagulation, parce qu'il y a le risque thromboembolique. Donc, on va donner anticoagulation systémique par des comprimés ou intraveineuses pour donner le traitement anticoagulant de tout l'organisme. Ça, c'est anticoagulation. Et deuxième volet, c'est quoi? C'est ralentissement de la fréquence cardiaque. Ralentissement, c'est-à-dire la fréquence cardiaque, elle ne devient pas trop rapide si elle est rapide, ou ralentissement ou réduction de cette arythmie. Réduction, c'est-à-dire de la CFA, elle devient rythme sinusal. On réduire la CFA, c'est la CFA, elle devient rythme sinusal. À la différence du ralentissement, juste on ralentit le rythme. Une tachycardie CFA, elle devient
un CFA avec une fréquence ventriculaire normale. Très bien. Quels sont les traitements? Tout ça dans le cours, mais juste je parle un petit peu pour vous donner quelques idées. C'est important d'écouter et comme ça, vous aurez une notion de base. Donc, les traitements, on a généralement pour ralentir, on a deux traitements pour ralentir. On a la digoxine et on a les bêta-bloquants. Digoxine, ce sont les toniques cardiaques, c'est pour ralentir. Ils ont un effet, ils vont ralentir, ce sont un effet bradycardisant, ils vont ralentir la fréquence cardiaque. Il y a les bêta-bloquants. Les bêta-bloquants, vous connaissez les bêta-bloquants parce que leur action généralement au niveau du nœud sinusal vont ralentir l'activité du nœud sinusal. Donc, on va avoir une baisse de la fréquence cardiaque. Les bêta-bloquants like, ce sont les inhibiteurs calciques bradycardisants aussi. Ils ont un effet ralentisseur pour la CFA. Maintenant, ça, c'est pour ralentir. Donc, chaque fois, s'il y a un cas clinique, il faut avoir des objectifs. On a un malade, c'est bon, on a diagnostiqué qu'il a une CFA. C'est quoi notre objectif? Est-ce que l'objectif est de ralentir? Est-ce que l'objectif est de réduire? Et est-ce que l'objectif est de donner un traitement anticoagulant? Chaque chose est codifiée, c'est-à-dire. Alors, je commence par le traitement anticoagulant. Le traitement anticoagulant, il y a un mot qu'on appelle Schatz-Vask. Il y a un score qu'on le calcule. Ce score-là, qu'est-ce qu'il dit, ce score-là, en conclusion de ce score? Si le malade a beaucoup de facteurs qui vont que, ils ont fait des études, ils ont conclu que si une personne il a beaucoup de facteurs, comme le diabète, comme l'hypertension artérielle, comme l'insuffisance cardiaque, comme l'âge, ces facteurs-là, ils l'ont mis dans un score qu'on appelle Schatz-Vask. On calcule 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si ce score-là il dépasse 2, on donne le traitement anticoagulant. Parce qu'on a remarqué, plus de 2, ils font beaucoup de troubles thromboemboliques. Généralement, je dis bien généralement moins de 2, c'est-à-dire quelqu'un jeune qui a une CFA, généralement, on ne donne pas de traitement anticoagulant parce qu'actuellement, la médecine est basée sur les épreuves et surtout sur les études. Ils ont fait des études, un jeune homme moins de 65 ans, aucun facteur de risque cardiovasculaire, on ne donne pas de traitement anticoagulant parce qu'on sait qu'il ne va pas faire un AVC. Par contre, plus de 65 ans ou même c'est moins de 65 ans, mais il a d'autres facteurs de risque, il faut donner un traitement anticoagulant. En conclusion, toute CFA, il faut discuter le traitement anticoagulant. Pour vous, en tant qu'externe, on ne base pas trop sur ça, mais il faut connaître qu'il existe un traitement anticoagulant pour la CFA et on donne ce traitement au dépend d'un score qu'on appelle Schatz-Vask. Ce sont des abréviations de chaque mot, CH, d'accord, c'est des abréviations. Schatz-Vask, s'il est un peu élevé, on donne un traitement anticoagulant. Donc ça, c'est le traitement anticoagulant pour la CFA. Maintenant, c'est quoi la stratégie du traitement? Est-ce que je donne un traitement pour je ralentis la CFA ou je donne un traitement pour réduire cette CFA? Alors, le traitement pour ralentir tout le temps, on le donne, il faut toujours avoir un objectif, une fréquence entre 50 et 110 ou 60 et 110, une fréquence normale, moyenne pour la CFA. Ça, c'est la fréquence. Donc, traitement ralentisseur est obligatoire pour tout le monde. Il faut donner des bêta-bloquants ou des digoxine. Ça dépend des contre-indications ou des inhibiteurs calciques bradycardisants. Donc, ça, c'est le ralentissement. Maintenant, pour le traitement qui va réduire cette ACFA, est-ce qu'on réduit cette ACFA et comment on réduit et pourquoi? En tout cas, tout ça, c'est détaillé dans vos cours. Moi, juste, je parle un peu pour que vous compreniez un petit peu qu'est-ce qui se passe. Alors, numéro 1, je reviens. Une ACFA à moins de 48 heures, c'est-à-dire il y a l'arythmie, mais moins de 48 heures. Il n'y a pas encore la formation du thrombus. Moins de 48 heures, comment on sait ça? Un monsieur qui vient, bonjour monsieur, il consulte pour des palpitations. Monsieur, depuis quand vous avez ces palpitations? Depuis hier soir. Très bien, hier soir, il a ces palpitations, c'est moins de 48 heures. Est-ce que vous avez eu déjà ces palpitations? Non, jamais. C'est la première fois que j'ai eu ces palpitations. Donc, le premier épisode d'ACFA avec épisode moins de 48 heures.
là, on a le droit de réduire cet ACFA. Réduire cet ACFA, c'est-à-dire on revient, le rythme il devient sinusal. Sinusal, vous savez, lorsqu'il y a des oreillettes qui ne se contractent pas, après, elle va commencer à se contracter. Si il y a un thrombus au niveau des auricules, on va l'envoyer et on va nous-mêmes, on va faire le AVC ou l'ischémie. Notre objectif, c'est pas ça, c'est de traiter le malade. C'est pas que le malade vient chez vous, avec AVC. Non. Donc, c'est pour ça, ACFA, en moins de 48 heures, on réduit. C'est-à-dire, on essaye de la réduire. On réduit, elle devient sinusale. Comment? Comment? Il y a deux méthodes pour réduire cette ACFA pour devenir un rythme sinusal. Soit on fait réduction électrique ou réduction chimique. Réduction électrique, on donne un choc électrique externe. Le choc électrique externe, c'est zéro. C'est comme, c'est très bien comme le micro s'il bug ou le portable lorsqu'il bug, on ferme et on ouvre et c'est tout. C'est pareil, lorsqu'on donne choc, zéro le cœur, il reprend. Il reprend le cœur. Ça, c'est le choc électrique externe. Deuxième possibilité, c'est la réduction chimique. On donne des médicaments pour réduire. Généralement, c'est des antiarythmiques. Généralement, c'est l'amiodarone, c'est la cordarone, l'amiodarone, que ce soit une IV ou Peros. Il y a aussi le 1,16, c'est la flicaïne. La flicaïne aussi, c'est parmi les médicaments pour réduire cette ACFA. En fait, en Algérie, on a deux médicaments, soit la flicaïne, soit l'amiodarone. Ce sont deux médicaments pour faire une réduction chimique de la CFA. Je reprends un petit peu marche arrière pour avancer. Donc, une ACFA moins de 48 heures, qu'est-ce qu'on fait? On peut réduire directement avec choc électrique externe ou avec réduction chimique amiodarone ou cordarone. Maintenant, une ACFA qui dépasse 48 heures, c'est-à-dire le monsieur, ça fait longtemps, plus de 48 heures, même si on a un doute, c'est-à-dire on a des palpitations paroxystiques, pour nous, c'est plus de 48 heures, on ne va pas prendre le risque, on ne va pas réduire notre malade. C'est simple. Là, on a le choix encore entre deux choses. C'est quoi ces deux choses? Soit on fait un examen qui s'appelle l'ETU, c'est-à-dire la londoscopie transœsophagienne, on introduit la sonde cardiaque et on voit directement les auricules. Est-ce que les auricules sont libres? Est-ce qu'il n'y a pas de thrombus au niveau des deux auricules? S'il n'y a pas de thrombus, on est garanti, on est rassuré, on peut faire la réduction normale. Que ce soit la réduction, toujours, il y a deux méthodes, toujours. Maintenant, il y a la deuxième méthode. Si on ne veut pas se précipiter, on donne un traitement anticoagulant pendant 21 jours. On a remarqué que s'il y a un thrombus au niveau des oreillettes, des auricules plutôt, si on donne traitement pendant 21 jours, il n'y aura plus ce thrombus-là. Et donc là, on est rassuré. 21 jours de traitement et on réduit directement. Je récapitule rapidement. Je sais que c'est un peu flou, mais c'est ça la CFA. En tout cas, il y a un diagramme qui est très beau. En tout cas, moi, je n'ai pas ce diagramme, mais vous le trouvez partout. Donc, ACFA, arythmie complète par fibrillation auriculaire. À l'ECG, pas d'ONP, trémulation de la ligne isoélectrique avec fréquence ventriculaire irrégulière. On a attaqué ACFA, bradé ACFA ou ACFA normal. On ne vous demande jamais de calculer la fréquence cardiaque pour la CFA, mais on compte 6 secondes et on multiplie par 10. Pour la CFA, comment on traite le risque de la CFA? Il y a deux risques, il y a l'insuffisance cardiaque et les troubles, les complications thromboemboliques, l'AVC ou l'ischémie aiguë. Pour ça, le traitement, on a deux volets, l'anticoagulation et le ralentissement ou réduction. Pour le volet anticoagulation, généralement, il y a un score qu'on appelle le Schatzvask qui se base sur plusieurs facteurs de risque. S'il y a ce score-là, il est élevé, on anticoagule le malade. Si ce score est bas, on n'anticoagule pas le malade, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le risque de formation de thrombus au niveau des auricules, il n'y a pas le risque que ce malade-là, ce patient, il développe, voilà, il se complique par des AVC ou ischémie aiguë des membres inférieurs.
Encore ça, donc deuxième volet, ça c'est le premier volet, c'est l'anticoagulation. Deuxième, c'est les médicaments, ralentissement ou réduction. Tous les ACFA généralement donnent des médicaments pour ralentir s'ils sont rapides. Les médicaments pour ralentir, c'est digoxine ou bêta-bloquants-like, comme les inhibiteurs calciques bradykardisants. Pour réduire la CFA, généralement, on a deux méthodes. Réduction chimique, le choc électrique externe. Deuxième méthode, c'est la réduction chimique par l'amiodarone ou flicaïne. Est-ce qu'on réduit, oui ou non, la CFA? On peut réduire la CFA. Généralement, moins de 48 heures, on la réduit directement. Plus de 48 heures, on fait soit un traitement pendant 21 jours par le traitement anticoagulant ou on fait un examen qui appelle l'endoscopie transœsophagienne, on vérifie la vacuité de l'auricule gauche. Si elle est vide, on réduit la CFA. Maintenant, parfois, une dernière chose, parfois, un CFA ancien, dilatation importante des oreillettes, on accepte qu'il y a une ACFA, on ne réduit pas la CFA, on l'appelle ACFA persistante ou acceptée. On laisse la CFA, on donne juste un traitement qui ralentit la fréquence cardiaque et un traitement anticoagulant. Fini pour la CFA. J'espère que vous allez au moins interpréter un ECG ou une ACFA. C'est simple, un rythme irrégulier est une ACFA jusqu'à preuve du contraire. Je passe. Alors maintenant, deuxième trouble du rythme à l'étage auriculaire, c'est le flûteur auriculaire. C'est quoi le flûteur? C'est une activité, c'est un rythme auriculaire rapide de 140 à 350 cycles par minute. On voit bien que le rythme, il est régulier. C'est une activité régulière avec une réponse ventriculaire variable. 2 pour 1, 3 pour 1, parfois 1 pour 1. Très bien. À l'ECG, on a disparition des ondes de P qui sont remplacées par des ondes F. F, l'aspect toit d'usine avec ascension rapide, sommet pointu et descente lente sans retour à la ligne isoélectrique. Voilà un ECG où il y a un flûteur. Un flûteur, là, c'est un peu difficile, mais c'est simple. Numéro 1 pour le flûteur, c'est quoi? C'est un rythme qui est régulier. On va faire la différence entre la CFA. Là, le rythme est régulier. On prend un papier, on calcule l'espace RR. Tous les espaces RR sont constants. RR, RR, RR. Deuxième chose, il n'y a pas d'onde de P. Il n'y a pas d'onde de P. Il n'y a pas d'onde de P. Et si quelqu'un peut me dire, voilà, mais si regardez, il y a une onde de P. Si moi je vois ça, c'est un rythme sinusal. Oui, parfois on fait le problème, mais surtout, on le voit en inférieur. En inférieur, c'est là qu'on remarque bien dans le flûteur. Regardez ici, il y a toit d'usine, c'est comme un toit, d'accord? Il n'y a pas retour à la ligne isoélectrique. Dans la CFA, on trouve qu'il y a retour à la ligne isoélectrique. Regardez ça, il n'y a pas, toujours, il y a montée-descente. Après, j'ai le complexe QRS. Montée-descente, montée-descente, complexe QRS, montée-descente. Il n'y a pas de ligne isoélectrique. Donc, deux choses. Aspect en toit d'usine, il n'y a pas de retour à la ligne isoélectrique. Activité régulière. Flûteur, apprenez par cœur trois choses. Je répète, trois choses pour le flûteur. Activité régulière, aspect en toit d'usine, il n'y a pas de retour à la ligne isoélectrique. D'accord? On voit encore un deuxième flûteur. Regardez là, la réponse flûte. Alors, le flûteur, c'est quoi? C'est une macro-réentrée. Macro-réentrée, on va voir un peu de physiopathe. Il y a un problème au niveau des oreillettes. Les oreillettes, il y a un court-circuit. Un court-circuit au niveau des oreillettes. Le flux, il tourne au niveau des oreillettes. Comme ça, il tourne. Pourquoi il tourne? Parce qu'il y a un blocage dans un endroit. Donc là, le flux, il vient ici. Après, ici, il y a un ralentissement. Parce qu'il se ralentit un petit peu ici, le flux. Il trouve que ces cellules-là ne sont pas en période réfractaire.
encore, il va les stimuler, il tourne. Donc, il tourne rapide. La fréquence auriculaire est rapide. Par contre, on ne sait pas parfois de circuit. Après, il passe par le nœud AV et l'on voit le flux. Donc, c'est un flûteur 2 pour 1. 2P et une fréquence ventriculaire. Pour ça, généralement, on trouve la fréquence auriculaire, c'est 300, et la fréquence ventriculaire, c'est 150. Donc, et c'est pour ça, regardez ici, il y a toit d'usine, comme j'ai dit, toit d'usine, il n'y a pas de retour à ligne isoélectrique, un rythme régulier. À peu près deux montées, c'est ça la trimulation. Par la trimulation, c'est les ondes, le toit d'usine du flûteur. Et après, j'ai un complexe QRS. Généralement, 2 pour 1 et dans les fréquences à 150. 150, c'est 2 carreaux. 2 carreaux, c'est 150. Pour les rythmologues, ils disent toujours toute tachycardie régulière à QRS fin à 150 est un flûteur jusqu'à preuve du contraire. Toute tachycardie régulière à 150, parce que pas mal de fois, généralement la fréquence auriculaire c'est 300. 300, généralement c'est la fréquence auriculaire. Et là, ça dépend de la transmission. Parfois, transmission 3 pour 1, donc on va trouver la fréquence auriculaire 100, la fréquence ventriculaire 100. Parfois 2 pour 1, donc on va trouver la fréquence ventriculaire 150. Et parfois 1 pour 1, donc on trouve la fréquence ventriculaire 300. Je répète le slogan des rythmologues, toute tachycardie régulière à QRS fin est un flûteur jusqu'à preuve du contraire. Là, par exemple, c'est un flûteur 4 pour 1. Il y a 4 montées, 1, 2, 3, 4. Et après, il y a un complexe QRS. 4, le quatrième, parce que vous savez qu'il y a une dissociation entre la montée rapide, descente lente, montée rapide, descente lente, montée rapide, descente lente, activité ventriculaire, etc. etc. D'accord? Donc, c'est pas 4, c'est 3. Il y a 3 montées suivies d'un complexe QRS. Donc, c'est un flûteur atrial 4 pour 1. D'accord? Pour une dernière fois, il n'y a pas de retour à la ligne isoélectrique. Il y a aspect en toit d'usine. Une tachycardie régulière. Là, c'est un flûteur. C'est bon, flûteur? Regardez là. Encore, c'est joli. C'est joli, pourquoi? Parce qu'il y a c'est le toit d'usine, il n'y a pas de retour à la ligne isoélectrique. Plusieurs les ondes du flûteur en toit d'usine. Encore, regardez ça, ce flûteur-là, il est un peu difficile. Pourquoi? Parce que chaque ondée de flûteur, elles sont transmises directement vers les ventricules. Et on a une fréquence très élevée à 300. 300 ou 270, c'est 300 presque. Et ça, c'est le flûteur atrial à réponse ventriculaire 1 pour 1. Généralement, là, le malade est 5 ans parce qu'on ne peut pas supporter cette fréquence ventriculaire élevée. OK. Là, un peu de clinique. En fait, pour le flûteur, c'est à peu près c'est comme la CFA. C'est juste le CG qui est différent. C'est-à-dire, c'est pareil pour la symptomatologie. Il y a les palpitations, il y a la dyspnée. Le pouls est rapide. C'est vrai qu'il n'est pas ici, il est régulier, mais il est rapide. Toujours, s'il même, il y a les complications thromboemboliques et l'insuffisance cardiaque. Thromboembolique, toujours parce que même le flûteur, parce que l'activité auriculaire, elle est généralement aux alentours de 300. 300, et imaginez, faites 300 cycles pendant 1 minute. C'est-à-dire 360, c'est 5 cycles pendant 1 seconde. 1, 2, 3, 5 pendant 1 seconde. Regardez, c'est très rapide. Donc, c'est pareil. Il y aura la formation des thrombus au niveau des auricules. Et c'est même conduite à tenir. Même conduite à tenir. Que ce soit pour traitement anticoagulant, il faut donner pour le traitement anticoagulant, c'est les traitements de moins de 48 heures, on réduit directement. Plus de 48 heures, soit ETU ou au traitement anticoagulant pendant 3 semaines.
Le traitement ralentisseur, c'est pareil. Le traitement pour réduire, c'est pareil. C'est le même traitement. La seule différence, c'est le CG à CFA rythme irrégulier, flûteur rythme régulier. D'accord? Les étiologies aussi, c'est pareil. C'est pareil. Cardiopathie, idiopathique, etc., etc. Comme j'ai dit, presque le même traitement. La différence, en tout cas, il y a le traitement entre parenthèses curatif pour la CFA ou pour le flûteur, c'est l'ablation. Ablation par radiofréquence qui est, qui est toujours avec succès pour le flûteur. On le traite généralement avec succès. La CFA, il n'y a pas beaucoup de succès, il y a de l'échec, il y a beaucoup d'échecs. Mais pour la CFA, il y a beaucoup de succès. Pardon, pour le flûteur, il y a beaucoup de succès. Donc, généralement, tous les flûteurs auriculaires, on les ablate dans une salle de rythmologie par radiofréquence. Ablate, c'est-à-dire on fait. Très bien, on continue toujours. Donc, on est au niveau avec le flûteur. Donc, on a dit c'est le même traitement comme la CFA en dehors de l'ablation qui est toujours avec succès pour le flûteur. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une ligne pour casser macro-réentrée, une ligne. Donc, lorsque le flux vient, il y a la ligne. Dans cette ligne, par radiofréquence, il n'y a pas passage de flux. Donc, ça va être cassé. Il n'y aura pas de stimulus, arrêt de cette macro-réentrée. Très bien, très bien. Donc, je passe le flûteur, c'est bon. Donc, maintenant, je passe au tachycardie jonctionnel. Donc, j'ai fait la CFA et j'ai fait le flûteur. Je passe au tachycardie jonctionnel. Alors, pour la tachycardie jonctionnelle, c'est quoi une tachycardie jonctionnelle? C'est une tachycardie elle est peu fréquente, la tachycardie jonctionnelle, par rapport à la CFA et le flûteur. Elle naît au niveau des nœuds AV par réentrée, généralement dans des crises de palpitation à début et à fin brusque. Généralement, c'est plus de 200 et généralement chez les sujets jeunes. Le CG, la fréquence ventriculaire, elle est rapide, QRS fin, avec des ondes de P rétrogrades. On va voir ça dans le CG négatif. Directement, on va voir ici. Alors, cette tachycardie, regardez cette tachycardie qui est commencée par, c'est le même ECG pour la personne. Ce n'est pas des différentes dérivations, c'est une seule dérivation. C'est un enregistrement de 24 heures. On voit ici comment elle a commencé cette tachycardie. Un rythme normal, sinusal, onde P, complexe QRS, régulier, sinusal, pas de problème. Une extrasystole qui a fait le problème. Et hop, en voilà une deuxième extrasystole. Celle-là, c'est une extrasystole ventriculaire. Et celle-là, c'est une extrasystole auriculaire. Alors, juste, je vais ouvrir une parenthèse parce que je n'ai pas fait les extrasystoles. Juste ici, je vais parler sur les extrasystoles qui sont très simples. Là, j'ai deux extrasystoles. J'ai une extrasystole auriculaire et une extrasystole ventriculaire. On commence par l'extrasystole ventriculaire. Toute extrasystole, c'est un complexe qui est prématuré par rapport aux autres complexes. Donc, on calcule, c'est très simple, on prend un papier, on calcule le RR normal. Au principe, celle-là, elle devient ici le R. Or que cette R, elle est avancée, ça, c'est une extrasystole. Extrasystole, elle est avant le temps normal. La morphologie, elle diffère. Si elle a la même morphologie, on va parler, c'est le même complexe QRS, donc le même démarrage, donc c'est une extrasystole auriculaire. Si la morphologie elle est différente, vous parlez extrasystole ventriculaire. Donc pour vous, très simple. Et généralement, après l'extrasystole, il y a le repos compensateur. Ce repos compensateur, il dépasse l'espace RR. Il dépasse l'espace RR parce que c'est un repos, il se repose le cœur parce que l'extrasystole, c'est rapide. Je répète, cette extrasystole, c'est une extrasystole ventriculaire. Pourquoi? Parce que, un, elle est prématurée par rapport à RR normal. Deux, elle a une forme anormale, ce n'est pas comme le complexe auparavant. C'est pour ça qu'on l'appelle ventriculaire. Et trois, il y a un repos compensateur après. Il y a un repos, c'est-à-dire l'espace R avec cette R', elle est plus que le RR normal. Ça, c'est une extrasystole ventriculaire. Pour une extrasystole auriculaire,
juste la forme de cette extrasystole, elle est comme un complexe normal. Celle-là, mais je le trouve un peu avancé comme celle-là. Mais là, malheureusement, ça a commencé le trouble de rythme. Donc, celle-là, c'est une extrasystole. Mais après, au principe, il y a un repos compensateur pour parler d'une extrasystole auriculaire. J'avance. Là, on est au niveau tachycardie jonctionnelle. Et celle-là, c'est une tachycardie jonctionnelle. Alors, la tachycardie jonctionnelle, comme j'ai dit, elle est peu fréquente et exceptionnellement, on le fait à l'examen. Généralement, on ne le fait pas. Même son diagnostic est un peu difficile parce que quelqu'un peut me dire, on peut voir ça, parce qu'elle est rapide, elle dépasse généralement 200 cycles par minute. Et lorsqu'elle est rapide, on ne peut pas faire beaucoup de choses. Est-ce que c'est flûteur? Est-ce que c'est une réentrée intranodale? Est-ce que ce qui est très important pour nous, pour faire la part des choses, il faut apprendre toujours, c'est une tachycardie régulière à QRS fin. C'est très important. La tachycardie jonctionnelle, c'est une tachycardie régulière à QRS fin. Et la chose, généralement, même dans les cas cliniques des résidents en DOM, c'est le mot magique début et arrêt fin. Pardon. C'est la crise de palpitation à début et fin brusque. Début et fin brusque. C'est ça le mot magique. Généralement, elle commence rapidement, elle s'arrête rapidement. Début et fin brusque. Début et fin brusque. Et on va voir après, on peut, pour faire encore la part des choses, on peut faire des manœuvres vagales, que ce soit compression oculaire, que ce soit le massage sino-carotidien, que ce soit la manœuvre de Valsalva. Tout ça, où on boit de l'eau froide, tout ça, il permet de réduire cette tachycardie jonctionnelle. Si a posteriori, si on réduit cette arythmie, on va parler qu'il y a une tachycardie jonctionnelle. C'est la maladie de Bouvray. Regardez, tachycardie jonctionnelle, je répète, tachycardie régulière à QRS fin. Alors, c'est un peu spécifique, c'est pas pour vous, mais un peu spécifique, c'est qu'on peut voir l'onde de P rétrograde. L'onde de P rétrograde, c'est un petit peu ici. On peut voir qu'ici, il y a une onde de P. Il y a pas, elle ne monte pas directement, il y a un petit encoche ici, il y a une petite encoche ici, d'accord? Ici aussi, il y a une petite encoche. Pourquoi? Parce que l'influx, il démarre de la jonction, du nœud AV. Il va descendre vers les ventricules comme il va monter vers les oreillettes. Vu que le flux il va monter vers les oreillettes, donc l'onde P elle devient négative. C'est un peu difficile, hein? C'est un peu difficile, mais c'est pas grave. Hein? L'onde P rétrograde, même pour les résidents, c'est difficile. On voit ici des ondes de P rétrograde. C'est caractéristique de la tachycardie jonctionnelle, mais c'est pas important. Pour vous, ce qui est important, c'est la CFA et le flûteur. Tachycardie jonctionnelle, s'il y a un cas clinique, c'est début et fin brusque, c'est tachycardie jonctionnelle à QRS fin. C'est deux mots magiques à apprendre. Là, on a fait les manœuvres vagales et on a arrêté cette tachycardie et la reprise d'un rythme normal. C'est quoi le traitement? Je répète, ce sont surtout les manœuvres vagales. On peut donner des traitements. Striadine, c'est des antiarythmiques, les inhibiteurs calciques ou carrément stimulation endocavitaire. Traitement préventif, c'est on peut faire des ablations des nœuds AV qui est un peu risqué. Regardez aussi tachycardie supraventriculaire. Ici, on a fait stimulation atriale. On a arrêté ça. Ça, c'est un peu spécifique dans une unité de rythmologie qu'on peut faire ça. Aussi, exemple d'interruption de la crise par stimulation ventriculaire. Alors là, je reviens à l'extrasystole. Alors, l'extrasystole, déjà, j'ai anticipé un petit peu parce que j'ai vu une extrasystole dans le CG et là, je répète. L'extrasystole, c'est une contraction cardiaque prématurée naissant d'un territoire différent du nœud sinusal. En effet, il y a des extrasystoles supraventriculaires, extrasystole jonctionnelle et extrasystole ventriculaire. Pour l'extrasystole supraventriculaire, on va trouver une onde de P prématurée de morphologie généralement différente
mais on va trouver le même complexe QRS. Jonctionnel, on va trouver des QRS prématurés, mais on ne trouve pas d'onde de P. Ventriculaire, on trouve carrément le complexe, il est élargi, il n'y a pas d'onde de P. Pour vous, apprenez par cœur l'extrasystole auriculaire et l'extrasystole ventriculaire. Jonctionnel, elle est entre les deux, et c'est exceptionnel. D'accord? Donc l'auriculaire, c'est la même morphologie. Ventriculaire, c'est autre morphologie. Regardez ici. Ici, on voit le CG. Attention, cet ECG, c'est un rythme qui est régulier avec présence d'une extrasystole. Attention, quelqu'un me dit, c'est une ACFA. Parce que là, on voit bien l'onde de P. L'onde de P, elle est visible. Et chaque complexe QRS est précédé de l'onde de P. D'accord? Par contre, il y a un complexe, c'est une extrasystole. D'accord? Extrasystole. Pourquoi extrasystole? Parce que RR égale RR. Et comme égale RR, comme égale RR. Donc, il n'y a pas d'ACFA. Pardon. Donc, il n'y a pas d'ACFA. Par contre, ce RR', pardon, encore une deuxième fois, RR', elle est moins que RR normal. Et R', il dépasse le RR normal. Donc, celle-là, c'est un complexe prématuré. Au principe, on prend ce complexe et on le place ici. Si on le place ici, tout va bien, pas de problème. Donc, ce complexe est décalé un peu. C'est pour ça qu'on parle d'extrasystole. Et très simple, c'est là la même morphologie par les extrasystoles auriculaires, s'il n'a pas la même morphologie par les extrasystoles ventriculaires. C'est très simple. Regardez là, il n'y a pas la même morphologie extrasystole ventriculaire. Oubliez l'extrasystole jonctionnel. Pour vous, extrasystole auriculaire, extrasystole ventriculaire. D'accord? Celle-là, c'est ventriculaire, ventriculaire, ventriculaire. Là, il y a 3. On parle de triplé. S'il y a 2, on parle de doublé. D'accord? Là, extrasystole ventriculaire. Très bien. Là, extrasystole. Hein? Celle-là, c'est un peu difficile. Hein? Extrasystole ventriculaire. On s'en fout. Il n'y a pas la même morphologie, QRS un peu élargi, c'est une extrasystole ventriculaire. Repos compensateur. Celle-là, c'est une extrasystole. Là, il y a un problème. On ne peut pas interpréter ça, c'est difficile. En fait, ici, c'est vrai que c'est difficile, mais en voyant une fois ça, on va comprendre qu'est-ce qu'il y a. Celle-là, c'est un rythme complexe qui est normal. Onde de PQRS. Après, j'ai une extrasystole ventriculaire. Après, repos compensateur. Rythme normal. Court. RR', c'est court. Je continue. Je continue. On est au niveau des extrasystoles. Là, c'est un bigéminisme parce que j'ai extrasystole normal, extrasystole ventriculaire. Extrasystole normal, extrasystole ventriculaire. C'est un bigéminisme entre les deux. Donc, c'est un bigéminisme d'extrasystole ventriculaire. Très bien. Et là, on va arrêter, on va se reposer et après, on va faire l'état cardio-ventriculaire. Donc, j'ai terminé à l'étage auriculaire. Merci.